Ngai Wabino Christian Bolabiama Tina Wenge, OP PNI, OP Engi Koloba opposant permanent établi en France, moi à Paris, PNI Engi Koloba politicien non institutionnel ou parlementaire non institutionnel. Bandeko na ngai toye awa na tongo pona koloba makambo etali mboka na biso sujet na biso ezali clair. Nous demandons où est partie l'opposition républicaine de la République démocratique du Congo. Parce que aujourd'hui, nous avons un problème au niveau national et au niveau international et qu'on ne voit pas l'opposition. Sa place n'est plus visible. Or, l'opposition devait, n'est-ce pas, parler, donner une réorientation, une direction pour que le peuple suive. Et où est partie l'opposition républicaine? Nous avons créé ce sujet à dessein pour montrer que, donc, c'est-à-dire l'opposition congolaise est effritée. L'opposition congolaise est fissurée par la volonté des occupants et par la naïveté des Congolais. Donc, c'est-à-dire on devait avoir une grande opposition républicaine correspondant, n'est-ce pas, donc à la taille de notre pays, à la grandeur de notre pays et avec son peuple. Et malheureusement, nous n'avons qu'une minuscule d'opposition inerte, inactive. Donc, c'est-à-dire on doit se poser cette question, où est partie l'opposition républicaine? Puisqu'il y a beaucoup de sujets donc, que l'opposition, n'est-ce pas, devait en temps réel saisir pour décortiquer. Mais on ne la voit pas. Mais qu'est-ce que nous constatons? À travers donc, le monde, il y a certains opposants qui, n'est-ce pas, donc, prennent de positions controversées par rapport à une ligne directrice qui devait, n'est-ce pas, suivre. Il erre, n'est-ce pas, donc, ici, dans les institutions internationales, pour griller l'État congolais. Parce qu'il ne se serait pas, donc, en phase avec l'actuel président de la République. Ils confondent, donc, la présidence d'une république et l'État congolais. Bien que donc, c'est-à-dire le président de la République, c'est lui aussi qui représente l'État au niveau international. Nous voyons, n'est-ce pas, donc, même en France, quand il y a un problème, donc il y a un front républicain autour, non seulement du président de la République, mais autour des idéaux qui pourraient, n'est-ce pas, gouverner les institutions, pour maintenir les institutions politiques. Mais chez nous, c'est l'inverse. D'aucuns diront que nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, donc, c'est-à-dire nous manifester parce que Félix Antoine Tshilombo est là. Mais du temps que lui, il sera là, si vous ne manifestez pas pour contribuer, n'est-ce pas, au niveau étatique, pour contribuer, n'est-ce pas, à la sauvegarde de votre État, de tout ce temps-là que Félix, n'est-ce pas, sera président de la République, donc vous êtes inerte, vous êtes inactif. Vous ne contribuez pas, n'est-ce pas, à la construction politique de votre pays. Et dans ce laps de temps, ce sont les étrangers, les occupants, n'est-ce pas, qui poussent pour détruire, pour s'accaparer à nouveau de quelques rares institutions qui restent pour les Congolais et que, donc, quand Félix ne sera plus là, donc, nous n'aurions plus rien à voir, n'est-ce pas, sous la main comme institution du pays. Et quelle serait votre contribution cette fois-là? Puisque vous misez, donc, c'est-à-dire vous comparez, n'est-ce pas, donc, à Félix Antoine Tshilombo. Puisque vous ne voulez pas de lui, puisque vous dites que donc il ne serait pas à la hauteur de ceci, cela, alors que c'est un moment, il passera, les institutions resteront, et cette fois-là, nous n'aurions pas comme institution représentative, n'est-ce pas, donc des Congolais. Chers compatriotes,
distingués, donc, c'est-à-dire youtubeurs, facebookers, tiktokers, africains, congolais comme panafricains, nous vous demandons, n'est-ce pas, donc, de comprendre nos tourments, parce qu'il se passe des choses dans notre pays dont on ne peut même pas en parler. Ailleurs, on voit cette construction. Ailleurs, on voit cette unité nationale autour de l'État. Quand bien même que la personne qui représente l'État ne serait pas en phase avec vous, et nous devons comprendre, nous devons aussi définir, il ne serait pas en phase avec vous par rapport à la représentation étatique ou par rapport à vos relations personnelles. On doit faire ces distinguos. On doit faire ces distinguos. Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas, donc, c'est-à-dire une représentation républicaine, n'est-ce pas, donc, de la classe politique. La classe politique congolaise est fissurée. La classe politique congolaise est fissurée, mais on voit quand même certains gouvernements. Hier, on vous a parlé de Félix Antoine Tshilombo et de Jean-Pierre Bemba, deux ténors de la politique congolaise aujourd'hui, qu'on les veuille ou pas, on doit les... Donc, c'est-à-dire, nous devons, n'est-ce pas, donc, les regarder par rapport à leur contribution, n'est-ce pas, au niveau du pays. Si vous ne voulez pas de ces personnes, de ces gouvernants, mais quel est votre apport? Alors, il se passe quelque chose dans le Congo. Il y a l'occupation. Jadis, on disait qu'il y avait infiltration. On disait qu'il y avait eu infiltration. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a, on parle d'infiltration ou d'occupation? L'occupation est effective et les occupants ne s'en cachent plus. Donc les occupants prennent des positions telles que, donc c'est-à-dire ils veulent nous faire confondre même l'existence, n'est-ce pas, de nos tribus et ethnies. Donc en introduisant donc une ethnie extravertie, à l'occurrence les Banyamulenge. Et que disent, n'est-ce pas, donc nos politiciens? Sur cette question, donc il y a mutisme, ils ne parlent pas. Ce sont nous autres qui parlons, qui restons donc dans la diaspora, appelés combattants, résistants, révolutionnaires. Ce sont nous autres qui réorientons le peuple. Et les politiciens, puisqu'ils sont dans les institutions, ils sont parlementaires, ils sont gouvernants, ils sont ceci, cela, mais ils ne parlent pas au nom du peuple. Ils ne parlent pas de ce dont le peuple souffre. Donc il y a une occupation. Ces halogènes-là, les occupants sont venus pour fissurer la classe politique, pour diviser le peuple congolais, afin de n'avoir pas, donc, c'est-à-dire une unité nationale autour des idéaux qui devaient gouverner, n'est-ce pas, nos esprits par rapport à notre unité nationale. Et cette fois-là, on voit cette absence, cet hiatus créé sous la propre initiative, n'est-ce pas, donc des occupants, en tirant d'un côté nos frères et sœurs, donc c'est-à-dire politiciens, qui se réclament politiciens, on les retire du lot pour que eux fassent le boulot de halogènes, le boulot, donc c'est-à-dire des occupants. Et nous les voyons à travers, donc c'est-à-dire le monde, à travers les institutions donc supranationales, etc., de l'ONU, donc c'est-à-dire ils passent pour créer une division en son sein, donc au sein, n'est-ce pas, de la classe politique, au sein, n'est-ce pas, donc de la population congolaise, cette, c'est-à-dire position prise par eux ailleurs, donc c'est-à-dire sous d'autres cieux, on ne le voit pas, sous d'autres cieux, ce ne serait pas, n'est-ce pas, donc faisable. Mais chez nous, on le fait. On le fait au titre de qui? On le fait par rapport à quoi? Parce qu'ils sont corrompus. Parce qu'ils travaillent pour les occupants. Ils travaillent pour les ennemis. Aujourd'hui, il y a donc le procès de Charles Onana. Et quelle est la contribution, n'est-ce pas, de la classe politique congolaise? À part les combattants. Alors, on vous a dit, ce procès-là aura des impacts au niveau donc fera, n'est-ce pas, tache d'huile
En sens que donc ce serait une grande jurisprudence politique, judiciaire, administrative, une grande jurisprudence. On vous a dit il y a un mois. Et hier, on a suivi, Charles Onana est revenu sur cet aspect. Et quels sont les apports de nos politiciens? On a vu l'État congolais a envoyé la RTNC couvrir l'événement. C'est déjà donc, c'est-à-dire donc une participation active. On voit donc les combattants résistants révolutionnaires. Ce sont donc, c'est-à-dire des gens qui ont remplacé en quelque sorte la classe politique congolaise. En temps normal, ce serait la classe politique congolaise qui devrait, n'est-ce pas, prendre position pour défendre le pays, tant au niveau national qu'international. Et au niveau national, ils ne le font pas. Ils sont muets parce qu'ils prennent des pécules des Rwandais, des Ougandais, des occupants des multinationales pour détruire notre pays du dedans. Comme ferait un fruit dans un... donc, c'est-à-dire un verre dans un fruit, dans un arbre. C'est ce qu'eux font comme travail du dedans. Et heureusement, de l'extérieur, ce sont maintenant une frange, n'est-ce pas, donc, de la population congolaise qui se sont, donc, c'est-à-dire une frange qui s'est donnée, n'est-ce pas, corps et âme pour défendre cette fois-là son pays ou leur pays, parce qu'il y a un vide. On ne voit pas donc, c'est-à-dire combinaison qui aurait eu, n'est-ce pas, entre, comme on voit ailleurs, entre diaspora et sa classe politique. Mais la classe politique vient ici en Europe pour travailler pour le compte d'occupation. Où allons-nous? Sommes-nous corrects? Pourquoi les Congolais doivent être corrompus? Les enjeux sont là. Les enjeux de la partition de notre pays. Heureusement, il y a un papa Honoré Ngwanda, de reste moment, puisqu'on l'a assassiné. Et heureusement, il y a Charles Onana qui parle de cela. Il y a aussi Patrick Mbeko. Enfin, nous tous, nous parlons, mais eux, ils ont créé, ils ont, n'est-ce pas, donc, ça dit, publié des ouvrages qui, n'est-ce pas, aujourd'hui, mettent, n'est-ce pas, donc, en difficulté les positions stratégiques, géostratégiques des occupants du Congo. Sous, n'est-ce pas, donc, diverses échelles. Des institutions supranationales, de l'ONU, puisque l'occupation congolaise commence déjà à partir de l'ONU et jusqu'en bas. Jusque donc, c'est-à-dire au Rwanda, si on doit faire la pyramide. Donc, c'est-à-dire, jusque-là, les Congolais ne comprennent pas. Heureusement, il y a branche des Congolais qui se retrouvent, n'est-ce pas, donc, en dehors du pays, comme il m'a appelé combattants résistants révolutionnaires. Donc, c'est cette branche qui travaille, c'est cette branche qui aiguise, n'est-ce pas, les consciences des Congolais. Mais du moins, ce que nous faisons ici, il devait avoir relais du dedans. Heureusement, il y a certains chroniqueurs, journalistes qui ont pris conscience pour faire le relais de ce que nous faisons ici dans la diaspora. Mais du moins, au niveau, donc, c'est-à-dire national, au niveau du pays, il n'y a pas alliage. Il n'y a pas alliage entre nous et donc, c'est-à-dire la classe politique. Qu'est-ce qui se passe? Alors que le Rwanda, si on doit faire une bonne lecture, donc le Congo, puisque le Rwanda maintenant réclame quoi? Une portion de terre chez nous. Alors que nous ne devons rien au Rwanda. Si on doit bien lire l'histoire, et cette fois-là, maintenant, dans le passé historique, on ne parlerait pas du Rwanda de façon isolée, on vous l'a dit. On ne parlerait pas du Rwanda de façon isolée. Puisque quand nous fûmes étaient indépendants du Congo, le Rwanda était resté dans, c'est-à-dire la structure institutionnelle, traditionnelle africaine. Puisque le Rwanda n'a jamais été colonisé, le Rwanda n'a jamais été exploré. La conférence de Berlin s'est fondée sur les explorations. Le Rwanda avait donc un roi tyran
Kigeli, donc au Wabugiri, il avait chassé les explorateurs, donc, dont Henri Morton-Stanley. Nous fûmes étaient indépendants du Congo lors du partage de l'Afrique en 1885. Le Rwanda était resté donc avec sa structure ancienne. Comment on doit renier une portion des terres du Rwanda avec la structure mise en place en son temps? Nous fûmes étaient indépendants du Congo et ils ont gardé les structures. Le Rwanda, à la base, c'est un ensemble de 50 petits royaumes. Comment un roi doit accepter devant les occupants que lui, il avait chassés, dont un des explorateurs, un blanc, puisqu'on est de la race noire, et qu'il devait accepter, donc, c'est-à-dire de faire rogner, n'est-ce pas, donc, son territoire. Argument aujourd'hui avancé par les Paul Kagame. Et le Rwanda, l'Urundi furent, donc, c'est-à-dire une entité. On ne peut pas parler donc de façon isolée du Rwanda. On ne peut pas parler de façon isolée du Rwanda, puisque le même roi avait conquis déjà l'Urundi en son temps, avant l'arrivée de l'homme blanc. Donc ça faisait, les deux faisaient partie intégrante d'une même unité, administrée par lui ou gouvernée par lui. Donc ça c'est déjà un fait qu'on devait faire remarquer. Et deuxième fait, maintenant, quand il y a eu, n'est-ce pas, donc, attribution, puisque donc, c'est-à-dire, Bismarck ne voulait pas, donc, du concept colonisation où il n'avait pas compris, et que les commerçants d'Hambourg, de Cologne, je pense, Hambourg, il y avait deux villes comme ça, quand ils ont compris, n'est-ce pas, donc, le concept, donc, ils se sont intéressés, ils ont mis pression sur donc, Bismarck. C'est ainsi qu'après la conférence de Berlin, il y a un acte qui l'atteste. Là, il ne parlait que de la navigabilité de deux grands bassins d'Afrique, le bassin du Congo et le fleuve Niger. Là-bas, on ne parle pas de délimitation. Et les délimitations des frontières, c'est l'affaire des puissances exploratrices après la conférence de Berlin. Cette fois-là, maintenant, les puissances se sont entendues pour parler entre frères européens, de leurs explorations. Donc, c'est-à-dire en créant un consensus autour des délimitations des frontières. En respectant donc la partie Rwanda-Urundi tenue par le roi donc au tyran. Voilà. Et le Rwanda, l'Urundi, unité territoriale, devint, n'est-ce pas, donc protectorat, puisqu'on l'avait attribué donc à l'Allemagne, qu'en 1899, 14 ans après que nous fûmes, n'est-ce pas, donc, étaient indépendants du Congo. Donc, c'est-à-dire, si on doit bien lire, le Rwanda, l'Urundi, protectorat allemand jusqu'à 1919. D'un côté, d'autre côté, on parle même de l'empire allemand de l'Est, comprenant le Rwanda, l'Urundi, le Tanganyika, le Zanzibar. Donc, de 1899 jusqu'à 1919, la création de la SDN, 1919, 1923, deuxième protectorat avec la Belgique, puisque cette fois-là, ils ont donc, la communauté internationale de l'époque avait, n'est-ce pas, ravi à l'Allemagne suite donc au bévue de la Première Guerre mondiale, on lui avait ravi toutes, n'est-ce pas, donc, ces entités conquises, n'est-ce pas, donc en Afrique ou dans le monde. Et cette fois-là, donc, avec l'avènement, n'est-ce pas, donc, de la SDN, donc, il y a création maintenant d'autres statuts juridiques de ces territoires. Puisqu'ils quittèrent maintenant, donc, c'est-à-dire le statut des protectorats ou, donc, c'est-à-dire des colonies, pour, donc, recevoir les nouveaux, donc, c'est-à-dire étiquetages de la SDN, appelé mandat de classe A, classe B, classe C. Juridiquement, internationalement parlant, donc le Rwanda, l'Urundi fut
là on prend l'unité, donc fut n'est-ce pas, donc un mandat de classe B de 1925 ou 23 selon les doctrinaires jusqu'à 1945 avec l'avènement, n'est-ce pas, donc de l'ONU. Ce mandat maintenant s'est transformé, n'est-ce pas, donc en territoire sous tutelle de l'ONU. De 45 jusqu'à 62 à leur indépendance. Ils étaient donc collés. On ne peut pas parler de façon isolée du Rwanda sans faire allusion à Urundi. Et en 62, l'ONU mis, n'est-ce pas, le souhait que le 2 aille de pair pour créer un seul territoire, un seul pays, et le 2 se séparèrent en 2 pays distincts en 62. Et nous autres, le Congo belge, de 1960, 1800, 1908, puisque l'État indépendant du Congo fut annexé à la Belgique, nous devenons, n'est-ce pas, donc la 9e province belge, et de 1908 jusqu'au 30 juin 60, c'est le Congo belge, avec la même superficie du départ depuis l'État indépendant du Congo, et d'autres ajoutent ou les mêmes superficies seulement, puisqu'il y a eu des tractations entre États, entre puissances. Là, ce n'est plus le problème donc des peuples congolais, belges. Ce n'est plus le problème donc, c'est-à-dire des Rwandais, Ougandais, Tanzaniens, donc Tanganiquais, donc Zanzibarais. Non. Ça, c'est l'histoire, c'est bloqué dans l'état de l'espace. Donc, ça dit, s'il y a problème maintenant, donc on doit revenir à l'histoire. Cette fois-là, donc, ça dit, on va lire, c'est-à-dire les positions prises par les puissances de l'époque pour les interpréter, afin de nous donner aujourd'hui éclairage. De le Rwanda ne peut pas se prévaloir, n'est-ce pas, donc d'une politique telle que donc le Rwanda doit nous réclamer des terres, non. Alors le Rwanda, c'est un pays hyper protégé dès sa naissance. Hyper protégé, on vous l'a dit, dès sa naissance, dès sa conception. Donc protégé par l'Allemagne, puissance de l'époque, protégé par la Belgique, puissance de l'époque, protégé par la SDN, puissance de l'époque, supranationale, protégé par l'ONU, puissance jusqu'à nos jours. Quelle a été notre intervention? Donc, c'est-à-dire, nous exhortons à la classe politique congolaise, à laquelle nous appartenons d'une autre manière, donc de nous réconforter autour des idéaux pour protéger notre pays. Donc, qu'on soit de gauche, qu'on soit de ceci, qu'on n'aime pas tel politicien, qu'on n'aime pas tel politicien, il faut transcender pour défendre l'État, pour défendre la nation, puisque notre nation est en danger. Donc, concomitamment, donc, c'est-à-dire, on peut rapprocher ça avec le procès de Charles Onana aujourd'hui. Et donc, n'est-ce pas, donc, les résultats, le jugement serait donc, c'est-à-dire, serait critique pour les uns comme pour les autres, parce que ces jugements rendraient une autre vision de voir les choses par rapport, n'est-ce pas, donc, à l'avenir du pays, par rapport, n'est-ce pas, donc, à la politique zonale, la politique du monde, puisque c'est un problème qui concerne l'ONU. Quand on parle de l'ONU, c'est un problème géopolitique mondial, dont les États-Unis donc sont dedans. Puisque le Rwanda avait été envoyé par les Américains, par l'ONU. Donc, c'est-à-dire, le jugement entendu, n'est-ce pas, de Charles Onana, comme on a dit déjà il y a un mois, ça fera une grande jurisprudence pour réorienter le monde, pour réorienter la zone, pour réorienter l'Afrique centrale et le continent africain. C'est un jugement lumière pour, donc, c'est-à-dire les difficultés que les Congolais ont aujourd'hui par rapport à la perception, n'est-ce pas, donc, des
la politique de leur pays. Puisqu'il y a incrustation avec les Rwandais. Alors que ce sont des halogènes. On veut bien qu'il y ait des immigrés chez nous, mais on ne veut pas qu'il y ait des fraudeurs. Ils peuvent être migrants, demander d'asile, mais pas, n'est-ce pas, donc, c'est-à-dire nous voler la nationalité congolaise afin d'opérer comme Congolais. Alors ils sont Rwandais. Roubero, c'est un Rwandais. Joseph Kabila, c'est un Rwandais. Guizarro, c'est un Rwandais. Ils sont là nombreux. Bisi Makara, c'est un Rwandais. Nyarugabo, c'est un Rwandais. Moïse Katumbi, c'est un étranger. Alors, donc, on veut bien qu'on leur donne la nationalité, mais pas qu'on donne notre nationalité à des terroristes. Alors, il y a des Congolais qui sont vendus. On les connaît. On va vous citer prochainement. Vous déambulez à travers le monde pour griller votre pays. Pour gagner quoi? Telle a été notre contribution d'aujourd'hui. Donc, nous demandons aux uns aux autres qui nous suivent, n'est-ce pas, de partager cette vidéo dans tous les coins et recoins du monde. Merci. C'était votre frère combattant, résistant, révolutionnaire, opposant permanent, Christian Bola Bien Matina Wenge. Tchétchéoui. Merci.